Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous recevons le lieutenant-colonel Daniel Davis, vétéran de combat à 4 reprises et animateur du très populaire podcast Daniel Davis Deep Dive. Merci, comme toujours, de nous accorder votre temps. Toujours un plaisir d'être ici, Glenn. Merci beaucoup. Donc, vous avez suivi l'affaire vénézuélienne de très près. Les États-Unis ont attaqué le Venezuela, enlevé Maduro et sa femme, et maintenant Trump affirme que l'Amérique dirigera le Venezuela, même si le gouvernement est toujours en place, sauf pour le président. Comment évaluez-vous toute cette mission? Je veux dire, sur le plan tactique, en termes d'exécution. On ne peut pas vraiment nier que tout s'est déroulé sans accroc. Mais avant que tout le monde ne se félicite, cela ne résout pas grand-chose sur le plan stratégique. Que va-t-il se passer maintenant? Qu'a-t-on réellement accompli jusqu'à présent? Oui, c'est justement la question qui, à mon avis, a reçu trop peu d'attention. Et c'est, que se passe-t-il ensuite? D'accord, oui, d'un point de vue militaire, en mettant de côté la morale et la légalité, c'était un succès remarquable. La manière dont l'opération a été menée était probablement bien meilleure que ce qu'il pouvait espérer. Il y avait beaucoup de risques que cela tourne mal, et ce n'a pas été le cas. On peut dire que sur le plan tactique, c'était une opération excellente. Mais une opération tactique détachée de toute considération morale et légale pose en soi un problème. En réalité, on pourrait presque dire que ce succès pourrait finir par compromettre notre propre sécurité nationale à l'avenir. Et quand on examine la légalité de tout cela, surtout, il y a eu beaucoup de gens ici, aux États-Unis aujourd'hui, et en réalité, depuis que cela s'est produit le 3, qui se sont pliés en 4 pour essayer de prétendre que c'était légal, que cela ne violait pas le droit international, ne violait pas la Constitution, ne violait pas la loi sur les pouvoirs de guerre de 1973, et tout le reste. C'est absurde, c'est clair et net, c'est contraire au droit international, c'est contraire à la Constitution, et c'est contraire à la loi américaine de 1973 sur les pouvoirs de guerre. Je me moque de ce dont Maduro est accusé. Je me moque de ce qu'il a pu faire ou non avec la drogue ou autre chose. C'est un problème, laissez-moi reformuler, je me soucie de cela. Mais il existe d'autres moyens, des moyens légaux, de gérer la situation. Et cela signifie que si l'on respecte l'état de droit, on ne peut pas toujours faire tout ce que l'on veut. On pourrait dire, eh bien, je veux simplement aller chercher Maduro. Mais il y a des lois qui nous en empêchent. Il est le chef de l'État, que nous pensions ou non que cela était légal, que nous pensions ou non que l'élection a été truquée, cela n'a même pas d'importance. Il est le président de ce pays, le président légalement reconnu. S'il y a un problème à l'intérieur, c'est au peuple du Venezuela de le résoudre. Tout comme le peuple de notre pays a pu déterminer si l'élection de 2020 était légale ou non. Aucun autre pays ne peut intervenir pour corriger cela. Nous l'avons fait nous-mêmes et nous avons géré cela. Évidemment, le 6 janvier 2021 a été une journée terrible, mais nous avons aussi su y faire face. Maintenant, imaginez simplement si quelqu'un avait utilisé cela comme justification en disant « Oh, la démocratie américaine s'effondre. Nous ne pouvons pas risquer que toutes ces armes nucléaires tombent entre de mauvaises mains. Nous allons devoir intervenir et remettre de l'ordre. » Ou quelque chose de ce genre. Cela semble absurde à première vue, pas moins absurde que ce que nous avons fait au Venezuela, car la justification est encore plus faible que cela. Maduro et Chavez avant lui sont au pouvoir depuis très longtemps. Son vice-président, aujourd'hui président par intérim, Rodriguez, est lui aussi en fonction depuis longtemps et a servi sous plusieurs gouvernements, etc. Il n'y a donc rien de nouveau dans tout cela. Et toutes ces affirmations selon lesquelles il s'agirait de narcoterrorisme, il n'y a absolument aucune vérité là-dedans.
L'affirmation selon laquelle il tuerait 300 000 Américains est premièrement, factuellement mensongère. Ce n'est pas vrai. Le chiffre réel est d'environ 75 000, ce qui est déjà élevé, mais le nombre avancé est faux. Et la majorité, la grande majorité, de ces cas proviennent de drogues en provenance de Colombie et du Mexique. La Chine et l'Inde, ironiquement, ce que la plupart des gens ignorent, sont bien plus impliquées dans les overdoses mortelles que nous subissons. Très peu d'entre elles viennent du Venezuela. Il n'y a donc aucune vérité là-dedans. C'est le premier point. Et ensuite, cette idée selon laquelle nous pourrions simplement aller capturer le dirigeant d'un autre pays parce que nos tribunaux l'ont inculpé en 2020 revient, encore une fois, à ignorer l'existence du droit international. Et rien dans notre droit ne dit que, parce que nous avons inculpé quelqu'un, nous pouvons simplement aller le saisir par la force des armes et tuer 40 personnes dans ce pays au passage. Si vous faites cela, il faut alors se demander comment dire à Vladimir Poutine qu'il ne peut pas aller capturer Volodymyr Zelensky, car il est condamné par leurs tribunaux. Il est considéré comme un terroriste dans leurs tribunaux. Ou encore, dans un certain nombre d'autres pays. Quelqu'un pourrait dire « Regardez Benjamin Netanyahou, c'est un criminel de guerre présumé, il est accusé de génocide. » Alors, quelqu'un peut-il simplement aller en Israël et le capturer? Ou, s'il est en transit quelque part, peut-on le capturer en chemin ou autre? Non. Je veux dire, on peut imaginer des gens dire « Eh bien, bonne chance pour essayer ça. » Peut-être bien. Mais le précédent a été établi de manière catégorique. Nous disons désormais que si votre pays, votre loi, inculpe quelqu'un, ce qui est différent de le condamner, vous pouvez simplement aller le saisir par la force des armes. Comment pouvons-nous maintenant dire à un autre pays qu'il ne peut pas faire cela? Nous ne le pouvons pas. Nous avons perdu toute forme d'autorité morale par ce que nous avons fait. Et maintenant, en déclarant ouvertement que nous prenons le contrôle physique de l'entreprise ou le contrôle politique du pays, en disant qu'ils doivent faire ce que nous disons ou que nous allons les tuer, en tuer davantage, et en prenant le contrôle physique du pétrole avec lequel nous menaçons de le faire. Et si nous n'obtenons pas ce contrôle, alors nous reviendrons avec la force militaire. C'est le comportement d'un voyou et d'un pouvoir dictatorial. Or, les gens n'aiment pas entendre cela lorsqu'il s'agit des États-Unis, et surtout les Américains. Ça ne fera que leur hérisser le poil. Je suis désolé que tu le prennes ainsi. Nos actions exigent une évaluation précise de ce que nous faisons. C'est là où nous en sommes. Et je m'inquiète que Trump ait préparé toutes sortes de terrains qui pourraient nous mener vers l'Iran. La prochaine étape pourrait être la Colombie, le Mexique ou même le Groenland, de tous les endroits possibles. La liste des cibles semble ne cesser de s'allonger, et les gens continuent de lui parler, de lui dire à la télévision américaine « Oui, vous avez raison, Monsieur le Président, continuez. » À un moment donné, Glenn, je crains qu'un tas d'autres pays finissent par s'unir et disent « Nous devons coopérer militairement, sinon ils viendront nous attaquer. » Et je pense que les risques de conflit mondial explosent littéralement en ce moment, pendant que les gens applaudissent et célèbrent. Sur le plan juridique, cette insistance à appeler cela l'arrestation de Maduro. On ne peut pas saisir le président d'un autre pays et appeler cela une arrestation. J'aime cette comparaison, car si les tribunaux du Venezuela déclaraient que Trump, Hegseth ou Rubio étaient des criminels, cela ne leur donnerait pas le droit d'aller capturer leurs dirigeants. Cela n'a pas beaucoup de sens. Mais le droit international a bien une fonction, surtout dans le domaine de la guerre. Autrement dit, même dans le jeu de la guerre, où nous nous entretuons en somme, chacun a intérêt à maintenir un certain droit international pour contenir cela, pour créer un cadre permettant de limiter les excès.
Mais quelles sont les principales répercussions maintenant? Parce que si c'est la nouvelle tendance, il n'y a même plus de tentative de se cacher derrière un semblant de prétexte libéral démocratique de soutien à la démocratie. Si c'est simplement, eh bien, c'est notre pétrole, nous le voulons de nouveau, ou ce sont des narcoterroristes, donc il n'est pas un dirigeant légitime. Nous choisirons qui il est, nous dirigerons le pays. Alors, une fois que le droit international est ainsi démoli, comment les autres pays vont-ils commencer à agir? À part, comme vous l'avez dit, peut-être en cherchant à contrebalancer collectivement les États-Unis. Ce qui, bien sûr, n'est pas dans l'intérêt de l'Amérique. Je vais te dire, je crains que le président ne se dise « Regardez, nous venons de démontrer que nous pouvons intervenir avec une opération vraiment nette. Tuer un tas de gens, prendre ce que nous voulons, ne subir aucune perte. Et maintenant nous disons au reste de votre pays, à votre vice-président, à vos autres responsables, vous avez intérêt à vous aligner ou nous reviendrons pour en faire davantage. » Mener une opération d'environ 1h30 pour capturer un seul homme et repartir est un processus très différent du fait de dire « Je vais utiliser la force militaire pour imposer la conformité à un objectif politique et à un système de gouvernance à quelqu'un d'autre. » Il faut avoir des troupes sur le terrain, et je parle de centaines de milliers, pas de 15. Une véritable armée. Et il faut toute l'infrastructure qui va avec. Si vous essayez de faire ça à moindre coût, et que vous dites simplement « Nous allons lancer une série de bombes, et s'ils ne se plient pas, tant pis », alors que ferez-vous? Voyez-vous, je crains que le Venezuela ne dise « Vous savez quoi, nous allons résister. Si vous voulez commencer à nous bombarder, nous espérons que non, mais nous ne nous soumettrons pas à cela, même si nous devons faire la guerre aux États-Unis. » S'ils calculent, Glenn, si les dirigeants du Venezuela se disent « Vous savez quoi, je regarde le rapport de force. » Je regarde à quel point vous êtes déjà engagés dans tous ces endroits. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, Israël qui combat tous ceux qui l'affrontent là-bas, ces 11 milliards de dollars que vous venez de donner ou de promettre à Taïwan. Je ne pense pas que vous ayez la capacité d'entrer en guerre avec nous. Je pense que vous allez épuiser vos ressources très vite et qu'ensuite vous ne pourrez pas aller beaucoup plus loin. Je pense que nous pouvons encaisser le choc. S'ils calculent cela et se disent « Nous sommes prêts à payer ce prix d'avance », celui qu'ils paieraient sûrement à cause de notre première salve de missiles qui tomberait là-bas, eh bien nous ne pouvons pas faire ça. Donc, si le bluff de Trump est démasqué ici, nous serons dans une situation très difficile, je vous le dis. Oui, je qualifie souvent Trump de président des fruits à portée de main. Autrement dit, il lance de grandes menaces, comme au Panama. J'ai trouvé cela efficace. Pas moral, bien sûr, mais il a simplement menacé de reprendre le canal de Panama par la force, et le Panama a dû réagir en offrant quelques concessions. Et puis soudain, tu vois, il s'éloigne un peu des Chinois. Ils offrent quelques concessions aux États-Unis en matière de transit. Et on peut revendiquer une victoire à la maison en disant « Eh bien, autrefois nous étions en déclin parce que nous avions des dirigeants faibles. Moi, je suis fort. Maintenant, nous gagnons. » Mais encore une fois, on ne peut jouer à ce jeu qu'un certain nombre de fois avant que le reste du système international ne commence à se réveiller et à réagir. Et bien sûr, être trop performant, comme vous l'avez suggéré, peut avoir un prix si cela renforce encore davantage l'administration Trump. J'ai trouvé intéressant qu'il ait à peine terminé sa mission au Venezuela avant d'évoquer la possibilité de faire quelque chose contre la Colombie, puis aussi le Groenland, comme vous l'avez dit. Pourquoi pensez-vous que le Groenland a été associé d'aussi près au Venezuela? Parce que beaucoup de gens au Danemark, vous savez, n'ont pas applaudi, mais ils ont approuvé ce que les États-Unis ont fait au Venezuela.
Mais lorsqu'ils se voient comparer, comme si l'on devait faire quelque chose de similaire en prenant le Groenland, ils sont très offensés et commencent à parler du droit international, comme si c'était pour eux une valeur très importante. Alors, comment voyez-vous la place du Groenland à ce moment précis? Vous savez, pour une raison étrange, et on ne peut qu'émettre des hypothèses, quelqu'un a dû souffler à Trump, très tôt, quelque chose comme « Mec, il faut qu'on prenne le Groenland ». Ce n'était pas suffisant que nous ayons déjà des bases militaires là-bas et une bonne relation de coopération avec le Danemark et le Groenland. Cela existait depuis assez longtemps. Mais quelqu'un a dit non, c'est pas assez. Il nous en faut plus. Il nous faut un contrôle total. Et d'une manière ou d'une autre, Trump a répondu « Oui, oui, faisons ça ». Nous ne pouvons donc que spéculer sur la raison pour laquelle quelqu'un lui a soufflé cette idée. Mais ce que nous savons, c'est que cela a fonctionné et qu'il en est devenu obsédé. C'était au début de son administration, puis le sujet est un peu tombé dans l'oubli pendant un moment. Ensuite, il a cessé d'en parler et s'est concentré sur d'autres choses qui se passaient au Moyen-Orient, etc. Et je me suis dit, bon d'accord, ce n'était qu'une lubie passagère, quelque chose sur lequel il n'a pas gardé son attention très longtemps, puis c'est tombé dans l'oubli. Mais maintenant, tout à coup, je pense que la personne qui lui a soufflé cette idée la première fois est revenue à la charge et lui a dit, bon, maintenant, grâce au précédent que nous avons créé en intervenant au Venezuela, nous avons prouvé que nous étions prêts à agir. Donc, nous pouvons revenir à la charge et menacer à nouveau de prendre le Groenland. Peut-être qu'ils feront comme le Panama, qu'ils nous le donneront, et nous n'aurons pas besoin d'aller plus loin. Il suffira de menacer. Et vous savez, est-ce que c'est ce qu'ils font maintenant, en parlant de détruire Cuba aussi, ou de s'en prendre à la Colombie? Cela ressemble un peu plus à de l'action. En fait, à bord d'Air Force One hier soir, on a demandé à Trump ce qu'il pensait de la Colombie, et on lui a directement posé la question. Êtes-vous en train de dire qu'il va y avoir une action militaire contre la Colombie? Et il a répondu, ça me semble une bonne idée. C'est à peu près aussi proche qu'il puisse aller, mais c'est assez clair. Oui, il y pense. Et puis vous savez, c'est la même chose avec le Mexique. Ils en parlent depuis longtemps aussi. Ma grande crainte, c'est qu'une fois qu'on a ce genre d'idée en tête, on commence à se dire, tout ce que je fais réussit. J'ai obtenu le canal de Panama, j'ai capturé Maduro ici, je vais faire pression sur tous ces autres pays d'Amérique du Sud, et maintenant peut-être que je peux obtenir le Groenland pour rien, juste en le menaçant. On devient de plus en plus audacieux, en pensant qu'on ne peut pas échouer. Et bien sûr, c'est une dérive potentiellement catastrophique. Et je vous le dis, il suffirait que, disons, le Venezuela se redresse et dise « Vous savez quoi, je me fiche de ce que vous allez nous faire. Nous ne céderons pas. Nous allons nous battre. » Ou que le Danemark dise « Vous allez nous combattre si vous essayez de prendre le Groenland. » Quelque chose de ce genre. Et puis tout à coup, nous nous retrouvons coincés dans une situation où nous devons soit adopter une position embarrassante et subordonnée et nous en retirer, soit faire encore pire et dire « Eh bien maintenant, ils m'ont mis au défi et je vais devoir les frapper et fort. » Et là, on verrait toute la communauté internationale, tout l'ordre mondial tel qu'il existe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, voler en éclats. À mon avis, il y a beaucoup en jeu ici. Si vous deviez faire une prédiction, où pensez-vous que l'administration Trump irait ensuite? Quelle est la stratégie plus large qui la guide? S'agit-il de cette idée d'une nouvelle doctrine Monroe, empêcher d'autres grandes puissances d'avoir, non pas des colonies, mais des liens économiques et une forte présence? Quelle est la logique ici?
La doctrine Monroe visait à l'origine les pays européens, en disant en gros, restez en dehors de notre hémisphère, laissez ces pays tranquilles pour que nous puissions protéger les nations qui nous entourent. C'était cela, la doctrine Monroe. Elle n'avait pas pour but de nous donner le contrôle sur eux. Aujourd'hui, elle est déformée et complètement renversée. C'est nous qui cherchons à dominer et à exercer un contrôle physique sur les entités politiques d'Amérique du Sud. C'est une perversion de la doctrine Monroe, la doctrine Trump ou la doctrine Dunn, ou peu importe comment il l'a tordue. C'est étrange, et cela déforme ce qu'elle représentait réellement à l'époque. Et quand on se demande, eh bien, quelle est la prochaine étape? J'ai l'impression qu'on va presque se réjouir d'essayer d'étouffer Cuba jusqu'à la mort. On dirait que Marco Rubio va utiliser l'influence que nous obtenons de toute façon avec le Venezuela pour couper tout le pétrole qu'il fournissait à Cuba et pour détruire le régime. Nous faisons cela depuis 1962, depuis que nous leur avons imposé les premières sanctions, puis Castro et tout le reste ont pris leur essor dans les années 1960. Et maintenant, c'est comme si c'était devenu une habitude. C'est au-delà de l'absurde. C'est insultant quand j'entends un tas d'anciens responsables de la NSA ou d'autres personnes affirmer que Cuba représente une menace. Pour les États-Unis, Glenn, je suis allé à Cuba. J'y suis allé lors d'un voyage chrétien avec quelques églises locales. Et là-bas, les gens ont à peine de quoi manger. Ils manquent de nourriture. Leur armée ne mérite même pas ce nom. Prétendre que c'est une menace pour les États-Unis ou que le gouvernement communiste là-bas représente un danger pour nous, c'est une honte humiliante. Parce qu'ils ne sont une menace pour personne. Ils peinent simplement à survivre en ce moment. Il n'y a aucune raison pour que nous maintenions toutes ces sanctions. Et pourtant, on les voit convoiter l'idée de détruire enfin le régime communiste de la Havane. Et maintenant, nous voyons la même chose se produire en Colombie. Et je pense que, vous savez, probablement si vous demandez quelle sera la prochaine cible militaire, ce sera peut-être bien l'Iran. Parce que vous savez, avec Netanyahou venu ici il y a quelques jours, Trump regardait à nouveau vers l'Iran en disant « il faudra peut-être les frapper encore une fois ». Quand on regarde la puissance militaire, je soupçonne que ce pourrait être la prochaine. Parce qu'il faut comprendre une chose à propos de ce qui s'est passé avec le Venezuela. Comme l'a mentionné le général Kane, cela a pris des mois de préparation. Nous avons vu, je crois que c'était au début du mois d'août, le début du renforcement militaire qui a culminé le 3 janvier. Si l'on prévoit une autre action militaire, soit avec Cuba, ce que je n'imagine pas qu'on envisage, je pense qu'ils essaieront simplement de les étrangler économiquement jusqu'à la mort. Mais si tu penses ne serait-ce qu'à faire quoi que ce soit au Mexique ou en Colombie, tu vas devoir garder toute cette puissance de combat sur place, et tu devras même en ajouter. Ensuite, tu commenceras à faire une nouvelle série de répétitions, dont certaines ont déjà été faites, même au grand jour. Mais pour faire cela, et peut-être faire quelque chose en Iran, nous n'avons pas les forces pour ça. Nous n'avons pas les munitions. Nous pourrions vraiment être entraînés dans des guerres que nous ne pouvons pas gérer. Et je prie pour qu'aucune de ces choses n'arrive. Mais c'est ce qui m'inquiète. D'abord l'Iran, puis autre chose. Si ces navires et tout le reste restent là-bas, alors je crains qu'il se passe quelque chose en Colombie ou au Mexique. Then I worry about something in Colombia or Mexico. C'est tellement contre-intuitif. C'est contre-productif. Si l'on regarde un pays comme la Colombie, j'y suis allé de nombreuses fois parce que j'y ai de la famille. C'est presque un peu comme la Pologne de l'Amérique latine. Ils ont toujours été très proches des États-Unis. Ils se sont alignés sur eux. Mais maintenant, même s'ils élisent un nouveau président penché de l'autre côté, une grande partie du pays sera aliénée après avoir été menacée d'attaque. C'est la même chose avec le Venezuela.
Lorsqu'on supprime un précédent, on alimente aussi beaucoup de ressentiment au sein de la population. Et même les personnes critiques envers Maduro à travers l'Amérique latine, que ce soit au Brésil, n'aiment pas voir ce genre de critique. Oui, et nous n'avons même pas encore parlé de la Russie ou de la Chine. La Chine a beaucoup investi, elle a beaucoup d'argent en jeu au Venezuela, et il y a beaucoup de questions sur ce qui va se passer avec tout cela si nous prenons le contrôle du gouvernement. Je n'imagine pas que la Chine et la Russie vont simplement rester passives en disant « Oh, dommage, vous nous avez encore battus. Je suppose que nous perdons tout, ainsi que tous les investissements que nous avons faits. Nous allons perdre cela aussi. » Je n'imagine pas qu'elles restent passives à ce sujet. Donc je peux imaginer qu'en ce moment, elles attendent de voir, car jusqu'à présent, le régime de Maduro est toujours pleinement aux commandes et intact. Seul lui a été écarté, mais tout le système et le gouvernement qu'il avait mis en place sont toujours là. Beaucoup de choses vont donc dépendre de ce qui se passera dans les semaines et les mois à venir concernant le gouvernement et le degré de contrôle que nous obtiendrons. Mais si cela commence à nuire aux intérêts chinois, je doute qu'ils prennent cela passivement. En ce qui concerne les répercussions imprévues, bien sûr, ce que cela fera à l'Amérique en premier lieu est aussi une question en soi. Mais nous manquons de temps. Il faudra donc aborder cela la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci de m'avoir invité, Glenn, to Ham Brady.